avec le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Il est notre invité ce matin, Lucien Nabé. Avec lui, nous continuons le débat, mon cher Ahmed Kourouma. Oui, monsieur le gouverneur. Alors, chacun sait que puisqu'on parle d'économie pure simplement ce matin, ce qui intéresse les investisseurs, c'est de les rassurer. Et c'est la confiance qu'ils peuvent avoir, dans leurs investissements, au placement qu'ils font. Et on sait que votre rôle à vous, c'est la stabilisation de la monnaie, c'est la défense et la gestion monétaire. Quels sont les outils aujourd'hui de modernisation que vous avez apportés, ou les réformes que vous avez apportées à la Banque centrale pour faciliter justement l'accès aux informations, rassurer les investisseurs et surtout la rapidité d'exécution des flux et des mouvements financiers? Ouais. Merci beaucoup. Merci Ahmed pour cette question. Je dois dire que il y a un moment, au début des années 2010, la Banque centrale était beaucoup en retard sur les questions liées au système de paiement, qui détermine pour beaucoup la célérité des relations entre agents économiques au niveau du pays, mais aussi entre la Guinée et l'étranger. Donc, ce système de paiement a été modernisé à travers un certain nombre de composantes. D'abord, le système comptable de la Banque centrale lui-même, qui a été refondu de fond en comble, pour ainsi dire. Il y a aussi le système national de paiement dans ses différentes composantes, infrastructure, énergie, télécompensation, RTGS et SSSR. Le RTGS, c'est le règlement des transactions brutes en temps réel. Le SSSR, c'est la gestion dématérialisée des titres. Cette gestion se fait aujourd'hui de façon électronique. On n'a plus besoin de se déplacer pour aller à la Banque centrale pour ces opérations. À cela s'ajoute bien sûr une salle des marchés moderne qui n'a rien à envier à ce qui se passe dans la sous-région. Donc, cette salle de marché pour les opérations de change qui fait en sorte qu'en temps réel, nous connaissons les cours des principales devises et les cours des matières premières. Il y a aussi, bien sûr, la modernisation du système d'information du crédit, le système de reporting du crédit des banques vers la Banque centrale, qui a abouti, n'eût été la crise sanitaire, à la création d'un bureau d'information du crédit. Maintenant, je vais revenir au système de paiement dans sa composante règlement. Aujourd'hui, l'essentiel des transactions de la Banque centrale se fait via ce système, c'est-à-dire sans débours d'espèces. Quand le Trésor saisit la Banque centrale pour le compte de ses partenaires dont les comptes sont tenus dans les banques, il y a une plateforme de télécompensation qui, en instantané, passe cette écriture dans le compte de la banque pour le compte de son client. Donc, aujourd'hui, les opérations portant sur les espèces sont franchement réduites au strict minimum. Bien. Et puis, ce que je voulais ajouter, c'est que, en plus de cela, il y a la monnaie numérique qui se développe. C'est la question que j'allais vous poser. D'ailleurs, on a vu récemment au Nigeria, il y a le e-Naira qui est récemment sorti. Est-ce qu'il y a un projet comme ça, le e-franc guinéen, je ne sais pas? Oui, il y a un projet comme ça. Nous avons déjà entamé des discussions avec un partenaire sérieux qui a été à Guinée il n'y a pas très longtemps, avec lequel nous avons discuté des contours de cette monnaie numérique de banque centrale. C'est-à-dire une monnaie qui peut être détenue par le plus large public possible. Ça peut être les banques, ça peut être les opérateurs, ça peut être, j'allais dire, des chefs de ménage qui détiennent leur monnaie au lieu dans le portefeuille, mais qui est un portefeuille électronique qui puisse faire des paiements sans terminaux de paiement électronique, parce que les pendants de cette monnaie électronique peuvent être installés dans ces boutiques, dans ces hôtels, dans ces restaurants. Les discussions sont en cours et l'année prochaine, nous serons à même de mettre en place une opération pilote. Alors, on sait que ça peut nous éviter ces cambriolages où on va prendre des millions dans les maisons, mais au même moment, est-ce que ça peut faire économiser à l'État, notamment quand on prend le coût de fabrication des monnaies? Bon, l'État, non. L'État ne supporte pas les coûts de fabrication de ces monétaires en Guinée. En Guinée, c'est la Banque centrale. Oui. Je dois vous dire, la Banque centrale, toute banque de l'État qu'elle est
est une entité indépendante. Elle est la banque de l'État. Ouais. Mais les coûts de fabrication monétaire sont supportés par la Banque centrale. Et d'ailleurs, le compte d'exploitation de la Banque centrale, c'est un élément extrêmement important. Et vous avez tout à fait raison qu'avec la monnaie numérique de Banque centrale, nous allons supporter un peu moyen ces coûts-là. Parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, le cash ne disparaîtra pas. Bien. Monsieur le gouverneur de... Si vous me permettez, Moussa, parce qu'on a tas de questions des confrères qui nous écoutent. Hein, je te donne la parole juste après. Après, il répondra ou pas. Ousmane Tounkara qui nous écoute, hein, qui dit « Bonjour, j'ai une question à Dr Nabé. Quelle est la durée, et le moyen de remboursement des 20 milliards que la Chine avait prêté à la Guinée pour la construction donc des routes en Guinée ?» C'est la question qu'Ousmane Tounkara pose ce matin. On a également Babila d'Inquisiteur.net qui pose des questions ce matin. Qu'est-ce qu'il sait du dossier Ebomaf, entre autres? Est-il vrai que le président Sassou Nguesso a fait un prêt d'environ 11 millions de dollars à la Guinée au début du pouvoir d'Alpha Condé en 2011 par l'intermédiaire d'Ebomaf? Il pose cette question. Et qu'est-ce qui a été fait de cet argent? Prêt congolais, il pose la question. Et il dit, nous apprenons aussi qu'une partie des réserves de change de la Guinée avoir et extérieure est logée donc dans un compte rémunéré d'une banque au Burkina Faso. Est-ce qu'il confirme cette information? Entre autres, hein, des tas de questions que les confrères se posent ce matin. Marouane également qui nous écoute. Hein. Voilà, je ne vais pas retrouver la question de Marouane. Le temps, peut-être ça va revenir. Allez-y, mon cher ami Moussa Moïsi. Non, mais voilà. ce sont des Oui, questions. si, Okay. allez-y. Il répondra plus tard à ces questions. Allez-y, monsieur le gouverneur. Maintenant, ok. Allez-y, oui. Allez-y, monsieur le D'accord. gouverneur. Alors, moi, la question que je souhaitais donc poser avant votre prise de parole, c'est une question relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Est-ce que vous avez un dispositif interne de conformité pour lutter contre cela? Et certains font un lien entre ce sujet brûlant d'actualité et un peu le financement, le blanchiment de capitaux dans l'immobilier. Parce que notre pays aujourd'hui connaît un boom. C'est vrai que depuis le coup du 5 septembre, on voit moins de maisons, moins de gratte-ciel ou d'immeubles sortis de terre. Est-ce que vous avez un dispositif interne à ce niveau-là? Merci beaucoup, Moïse. Nous avons à la Banque centrale un dispositif interne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. On a un service conformité qui a ses correspondants dans toutes les directions opérationnelles qui ont, disons, contact avec le maniement des valeurs ou avec l'étranger ou au niveau des caisses de l'agence principale, même à l'intérieur du pays. Mais concrètement, comment ce dispositif se met en place? Le dispositif là, c'est qu'il y a des montants au-delà desquels des déclarations sont faites, ce qu'on appelle les déclarations de soupçon. Exactement. Cela se fait, mais ce que je dois dire, c'est que les opérations au niveau de la Banque centrale sont un petit peu moins assujetties à ces questions de blanchiment parce que les clients de la Banque centrale sont connus, c'est l'État principalement et c'est les banques. Donc les opérations, les transactions avec l'État, avec les banques sont tout à fait connues. Mais il arrive effectivement que nous recevions des montants de la part de certains partenaires pour le compte des orpailleurs par exemple. Dans ces conditions, notre dispositif interne est rodé et les questions qui sont posées aux partenaires avec lesquels nous sommes en relation d'affaires. Maintenant, ce qui est plus important, c'est ce qui peut concerner le pays tout entier. Le dispositif de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme existe. Si vous avez suivi, il y a quelques mois, peut-être 2 ou 3 mois, il y a eu une loi qui a été votée par le Parlement sur cet aspect particulier pour faire en sorte que notre place financière puisse être sûre. Il y a au bout du dispositif une cellule nationale de traitement des informations financières, la CENTIF, qui est la correspondante du JABA, qui est l'organisme sous-régional chargé de cette question, et lequel est lié aux organismes internationaux. La CENTIF, qui au terme de la dernière loi relève de la Banque centrale, a beaucoup d'activités et je peux vous assurer que des déclarations sont faites que la CENTIF est en train de traiter, mais comme elle est indépendante, elle traite à son niveau et elle saisit qui de droit, ça peut être les tribunaux, ça peut être le procureur, même s'il n'y a aucune poursuite.
Au regard de tout ce que nous connaissons de la corruption dans ce pays, du blanchiment des capitaux, il n'y a officiellement pas de poursuite. De ces travaux à ce jour. À ce jour, je vous dis que la CENTIF est indépendante. Hein, mais même vous avez dit qu'elle relève de la Banque centrale. Oui, en fait, parce que la Banque centrale, au terme de la dernière loi, assure la couverture du fonctionnement de la CENTIF. Cela ne veut pas dire qu'on peut se substituer aux activités de la CENTIF. Et pour vous dire très clairement, elle prend compte ou pas du tout? Où le Trésor et la Banque centrale même sont des organismes assujettis. Pour l'instant, la mise sous tutelle de la Banque centrale est actée par une loi, mais le processus pratique n'est pas encore mis en place. Bien. Pour continuer dans le blanchiment, Lamine, excuse-moi, juste on une a que question. 15 minutes, hein, les gars. Juste une question. Pour continuer sûrement sur cette histoire de blanchiment, est-ce que, monsieur le gouverneur, il y a eu des rumeurs selon lesquelles de l'or aurait transité de manière un peu bizarre et que ce serait le fait de la Banque centrale? Est-ce que vous infirmez ou confirmez cela? Je ne suis pas au courant du tout, ni moi, ni à ma connaissance, un quelconque service de la Banque centrale d'une sortie d'or de la Guinée le week-end dernier. Ouais. Nous avons une procédure très claire sur les transactions sur l'or qui concerne aussi bien l'or produit par les sociétés industrielles et semi-industrielles que l'or collecté autour des orpailleurs traditionnels, des orpailleurs artisanaux, l'or qui est collecté par les comptoirs locaux et exporté. Mais l'exportation obéit à peu de choses près à la même procédure. Le Bureau national d'expertise de l'or, du diamant et d'autres métaux précieux saisit la Banque centrale pour demander une assistance dans l'évaluation des quantités d'or pour lesquelles le bureau est saisi. Et la Banque centrale utilise l'expertise de son laboratoire pour déterminer le poids et le titre de l'or. Mais je veux dire que la douane nationale est présente dans ces opérations. La gendarmerie est présente, le service anti-fraude est présent, bien sûr les ingénieurs du ministère des Mines et de la Géologie sont présents. Toute transaction, toute sortie qui échappe à cette procédure est frauduleuse. Parce qu'il y a des fraudes à l'exportation. Il y a des fraudes à l'exportation. Sur le dernier cas dont nous avons parlé ici, il y a une vidéo tout de même qui existait sur la présence de l'or au niveau de ce vol. Il s'agissait d'émirates. Et donc, est-ce que vous comprenez qu'il existe, au-delà du chemin plutôt normal, qu'à côté, il y a toujours des tentatives de sortie hors circuit normal hors de notre pays. Écoutez, comment voulez-vous que je sache si de l'or était sorti ce jour-là, d'autant plus que je vous ai décrit la procédure. Et j'ai dit que si de l'or sort en dehors de cette procédure, que ce soit par les frontières aériennes que par les frontières terrestres, c'est une fraude et qui doit être traitée comme telle. Par expérience, cela a été... Est-ce qu'une fois, vous avez pu mettre main, l'État a pu mettre main sur un cas pareil? Non, Banque centrale, non, mais pour autant que je m'en souvienne, la douane, il est arrivé que la douane ait procédé à des saisies. Voilà. Le gouverneur de la Banque centrale, notre invité ce matin chez les juges. Allez-y, madame Miro. Voilà, monsieur le gouverneur, nous l'avons appris à un moment donné au niveau de la Banque centrale. Il a été initié la vente des titres ou des bons de trésor aux banques commerciales. Qu'est-ce qui a prévalu à cette décision et c'était pour quel intérêt au niveau de la Banque centrale? Non, la Banque centrale ne joue que le rôle d'interface pour les bons du trésor. C'est pour faire face aux besoins de trésorerie du trésor, pour ainsi dire que le système des bons de trésor a été inventé, c'est depuis, je l'ai dit, peut-être le milieu des années 90. C'est un système qui remonte à ce niveau, qui a été mis en place avec nos partenaires au développement pour concevoir un système plus fin, plus j'allais dire sain, le financement de l'économie plus sain que le financement par la Banque centrale elle-même. Donc les bons du trésor ont vocation à rester, à se renouveler et peut-être même à s'accroître. Les pays les plus développés se financent par ce canal-là. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, sur la trésorerie de la Banque centrale, sur la Banque centrale elle-même, ça n'a pas d'effet. Nous jouons le rôle d'interface, ce que nous appelons dans notre jargon la caution de bonne fin. Parce que pour l'instant, le système de bon trésor qu'on a est appelé système de bon trésor en compte courant. C'est-à-dire, c'est des entités comme les banques, les compagnies d'assurance qui ont des comptes à la Banque centrale qui participent à ce marché de bon trésor. Et quand l'État
exprime ses besoins, ce sont ces entités. Voilà. Allez-y. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'aspect spéculatif. Ce que je veux ajouter pour enchaîner encore, ou peut-être pour revenir à cette idée de réforme opérée à la Banque centrale, c'est que depuis 2016, ces opérations d'adjudication ne sont plus matérialisées. Elles se font de façon virtuelle. On appelle ça télé-adjudication. Bien. Allez-y. Alors, monsieur le gouverneur, on va aborder dans le sillage la question que Ahmed évoquait tout à l'heure. Je parle de la monnaie mobile. Orange Money, MTN Mobile Money, qui prend de l'ampleur sur le territoire guinéen, et c'est peu de le dire. Ça commence à être la préoccupation des banques traditionnelles, vu le sort de ces banques-là. La question finalement, c'est comment cette question elle est traitée en Guinée. Est-ce qu'il y a une fiscalité particulière qui est appliquée à ces exactement. Bon, écoutez, pour le dernier élément de la question, il y a certainement une fiscalité, mais comme toute fiscalité, elle relève du ministère en charge du budget et donc de la Direction nationale des impôts. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que ce secteur est régulé et supervisé par la Banque centrale. C'est-à-dire qu'un établissement de monnaie électronique ne peut exercer aujourd'hui que s'il a l'agrément du comité des agréments qui est constitué à ce effet au terme de la loi portant réglementation bancaire. Et aussi, la supervision se fait. Les indicateurs, les chiffres principaux ou les chiffres de ces établissements de monnaie électronique sont transmis à la Banque centrale pour examen, comme les situations des banques et des établissements de microfinance. Est-ce que cela a une valeur sur la monnaie locale, c'est-à-dire ces échanges à travers nos téléphones? Et aussi, il ne faut pas oublier que ces derniers mois, nous n'avons pas fait beaucoup de décaissements. Est-ce que tout cela a contribué à donner aussi de la valeur à notre monnaie? Vous savez, nous, à la Banque centrale, on a une direction des études qui, comme les autres compartiments de la banque, essaie de travailler comme les autres. Quand j'ai pris la direction de la Banque centrale, je me suis dit, dans ce domaine de la politique monétaire ou de la gestion courante, je ne veux pas de choses extraordinaires ou de choses rutilantes. Les grandes gueules. Les choses correctes, c'est essayer de faire comme les autres. Et là-dessus, et c'est ce que nous avons fait également. Et je pense que, compte tenu de ce que nous en apprenons de la part de nos principaux partenaires, je pense que c'est plutôt... On peut dire que nous sommes plutôt sur la bonne voie. Voilà. Allez-y, mon cher Antoine Kourouma. Ça se voit bien, monsieur le gouverneur, parce que vous avez le plus beau bâtiment à Kaloum. Quand on va à Kaloum, ça se voit. Il y a eu de la rénovation, la Banque centrale se présente bien. Oui. Le beau bâtiment, je ne sais pas, en tout cas, un bâtiment. En Guinée, il n'y a pas meilleur que ça. Il a évalué, selon son expertise. C'est en termes d'esthétique. Non, je vais vous dire. Il faut le dire clairement quand on va à Kaloum. Le bâtiment qui attire le plus en Guinée, c'est la Banque centrale, après la rénovation. Je vais vous dire, on essaie de faire comme les autres. On va dans les autres pays pour que nous soyons choqués par des insuffisances que nous pouvons constater chez nous. Si nous ne sommes pas choqués par ces insuffisances-là, ce n'est pas la peine qu'on aille à l'étranger. Et la rénovation, ça coûtait combien? La rénovation, écoutez, je n'étais pas prêt pour cette question précise, mais je vais vous donner le chiffre précis parce que je ne veux pas raconter l'histoire. Mais je peux vous dire que, selon mon évaluation de profane en la matière, c'était plutôt raisonnable. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas des spécialistes en construction. Nous ne sommes pas des ingénieurs génie civil ni des architectes. Et pour toutes les activités de construction, nous nous faisons accompagner de maîtres d'œuvre qui conçoient, de contrôleurs de travaux ou aussi d'un contrôleur associé ou en tout cas suppléant pour que nous nous assurions que les conditions de coût, de qualité et d'esthétique soient réunies. D'accord, on espère que l'intérieur sera comme l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, c'est pas bon du tout. Alors, monsieur le gouverneur, ma question, c'est lié à des questions... Non, monsieur Kourouma. Je vais enchaîner, monsieur Kourouma. Non, je vais vous répondre. Je ne peux pas laisser dire ça. À l'intérieur de la Banque centrale, je peux pas laisser dire ça. Il y a encore à revoir. Oui, je ne peux pas laisser dire ça. Le toit et tout ça. L'intérieur est plutôt correct. Je vais vous dire, au début des années 2010, si vous passiez dans les couloirs de la Banque centrale, vous pouvez être déçu, parce qu'il n'y a même pas d'eau. On a commencé par donner de l'eau pour que,
franchement, ça soit le plus correct possible. Mais non, c'est basique, c'est basique. Mais faut-il le savoir? Faut-il en tenir compte? Moi, j'ai trouvé ça comme ça. C'est ça. Je vais vous le dire. Vous devriez être à mesure, même quand on vous réveille, parce que c'est quand même... Non, c'est pas aussi simple que ça. Comme je vous ai dit, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas architecte. J'emploie des spécialistes dans ce domaine. Les questions relatives donc à Ebomaf nous avons parlé du dossier Ebomaf ici. C'est un dossier qui n'est pas complètement fermé. Et également sur les garanties bancaires qui ont été données à cette entreprise burkinabé. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information là-dessus? Et combien de garanties ont été émises au compte d'Ebomaf sur les travaux qu'elle avait à faire? La deuxième question est relative à ce qu'on peut appeler prêt congolais auprès de l'État guinéen sur une base qui reste encore, ma foi, très très floue. Et c'est un prêt pour lequel l'État guinéen avait commencé déjà à payer parce que nous avons le document sur un peu l'échelonnement de ce remboursement-là. Qu'est-ce que la Banque centrale en sait sur ces deux volets? Écoutez, pour ce qui concerne Ebomaf, je souhaiterais que les informations puissent être fournies, et elles le seront le moment venu, par le ministère en charge des Finances et le ministère en charge des Travaux publics. Parce que la Banque centrale, ainsi que je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas par hasard. Ce n'était pas un hasard, c'est le banquier de l'État. Ce que la Banque centrale fait pour le compte de l'État, c'est tout le budget. Ça se décline en milliers de milliards de francs guinéens. Aussi bien en espèces que très accessoirement sous ces formes de paiement. Si vous voulez que je donne des détails sur tout ce que la Banque centrale exécute comme ordre du Trésor public, on va passer des jours et franchement ce ne serait pas le cas Ebomaf, justement, parce que c'est important. Attendez. Ouais. Le cas Ebomaf, je sais qu'un contrat a été signé, et il y a eu des difficultés d'application de ce contrat. Et je pense que les discussions sont en cours. Vous avez parlé vous-même avec Ebomaf, vous avez parlé avec M. Guiter. Il reste à parler avec le ministère en charge des Travaux publics et le ministère en charge... Justement, mais parce que quand on écoute le PDG d'Ebomaf, quand même, il était sûr là-dessus, Moussa. Il disait même que, encore, il y a des gens, enfin, je veux dire, il y a, quand on prend le grand projet, entre autres, que des gens ne parlent pas et que des choses se sont passées. Comment les Guinéens peuvent se taire sur cela ce que je peux vous dire, le montage technique du dossier, je ne le connais pas. D'accord. Donc, je ne veux pas me hasarder à donner des informations parcellaires qui, de toute façon, pour être complètes, risquent de ne pas être rigoureusement exactes. À deux niveaux, est-ce que vous reconnaissez donc avoir payé, puisque vous ne faites qu'exécuter, quand ça vous arrive, est-ce que vous reconnaissez avoir payé les 65 millions d'euros à la banque partenaire de Ebomaf, donc la SGB, la Société Générale du côté du Burkina Faso? Est-ce que cela a été fait? Oui, la Banque centrale a donné des garanties à l'État et le moment venu, elle a exécuté, j'allais dire, sauvegardé sa signature. Très bien. Cela a été fait également pour un autre contrat portant sur les pistes rurales aux alentours d'un peu plus de 50 millions également d'euros. Milliards. Oui, du côté de la route Guinée. Non, écoutez, ça je n'ai... Ce dont j'ai une souvenance exacte, parce que c'est des choses qui remontent à très loin. Si je ne savais pas que j'en discutais... Si je ne sais pas, je ne peux pas être aussi exact que les grandes gueules. De mes souvenirs. Et comme je ne veux pas raconter d'histoire, je préfère rafraîchir ma mémoire. Bien. Allez-y. Par rapport au Congo, qu'est-ce que vous en savez par rapport au Congo? Le Congo, je sais que le Congo a prêté 50 millions de dollars à la Guinée, en aide budgétaire à l'époque. En quelle année? Je crois que c'était en 2011. Et l'aide budgétaire, c'est comme toute aide budgétaire qui obéit, me semble-t-il, en fonction de ce que je connais théoriquement, des principes budgétaires qui obéissent à la règle de l'universalité budgétaire. C'est-à-dire que les ressources se fondent en une masse unique pour couvrir sans destination de provenance, sans distinction de provenance, toutes les dépenses du pays. Donc, le prêt congolais a été contracté en termes d'aide budgétaire, le remboursement a commencé, et aujourd'hui, je crois que c'est le lien avec Ebomaf dans ce côté. Ebomaf aurait fait des travaux au Congo, mais tout ce qui est clair, c'est que le Congo a cédé sa créance sur la Guinée à Ebomaf avec une très forte décote. Donc, au lieu de 50 millions, je pense, encore une fois, vous me permettrez
ne pas être très formel, je pense qu'en tout cas, on a payé beaucoup moins que ce qu'on aurait dû payer si c'était... Il vous reste 2 tranches à payer, mais sincèrement, monsieur le gouverneur, je sais que vous ne voulez pas rentrer dans les détails, Moussa, mais tout démontre que ce prêt congolais, il n'en est rien, au fait. C'est pas un prêt comme tel, parce que c'est les origines sont un peu plus profondes que cela. Parce que c'est pas le Congo qui prête à la Guinée 50 millions. Je peux vous assurer que cet argent est tombé sur les comptes de la Banque centrale et que la Banque centrale a crédité l'état de la contre-valeur en francs guinéens. Ça, au moins, c'est sûr. Voilà. Allez-y, Ahmed Kourouma. Monsieur le gouverneur, pour finir sur une note un peu d'optimisme, on sait qu'il y a eu une grosse crise internationale, mondiale, que le monde a souffert de cette crise, qu'il y a eu de l'inflation un peu partout. Et apparemment, d'après les chiffres que nous avons consultés, la Guinée s'en est plutôt bien sortie. Est-ce dû à la stabilité du franc? Est-ce dû à le fait que nous ayons une monnaie indépendante qui nous a fait résister à la crise? Et est-ce qu'on en est sorti? Et dans quelle perspective vous pouvez plonger le futur économique de notre pays? Merci. En fait, la crise sanitaire a provoqué une crise économique planétaire. La Guinée n'y a pas échappé, parce que je suppose que les indicateurs auraient pu être meilleurs que ceux qu'ils ont été, n'eût été les effets dévastateurs de cette crise sanitaire. Mais c'est vrai, ainsi que vous l'avez constaté, on a un peu mieux tiré notre épingle du jeu que d'autres pays. Le taux de croissance est resté relativement fort et en raison, il faut le dire, du dynamisme du secteur minier. Comment le secteur minier est géré, je ne peux pas le dire parce que je n'en ai pas une connaissance exacte, mais... vous êtes passé au niveau des mines, hein, vous connaissez bien ce secteur. Vous n'avez pas duré là-bas, mais vous êtes passé là-bas. Je ne peux pas dire que je connais bien ce secteur, mais j'y suis passé. J'ai fait 3 mois et demi en tout. Des grandes gueules. Il est terrible ce garçon. Ne vous laissez pas distraire par ce phénomène. Donc, écoutez, avec le changement qui s'est produit en Guinée, il faut faire en sorte que nous positivions ce changement auprès de nos principaux partenaires, bilatéraux, multilatéraux, partenaires privés, y compris les compagnies minières. Qu'on positive ce changement, qu'on les rassure davantage, mais qu'on essaie de faire en sorte que la Guinée tire davantage de revenus de cette exploitation minière. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut travailler durement. Les jalons sont déjà posés, y compris avec l'aide de la Banque africaine de développement, pour procéder. Bien, le gouverneur de la Banque centrale, notre invité ce matin. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Le 5 septembre dernier, je le disais, le pouvoir politique guinéen a changé de main. Loin des annonces, le CNRD multiplie donc ses opérations, coups de communication, bain foule, recueillement, scène d'empathie répétée. Le discours profane conclut déjà à un sans faute. Dans ce même élan, justement, la junte continue ses consultations pour finaliser donc la consultation du gouvernement. Et au nombre donc des postes vacants, le département de la culture qui a nourri les débats ces derniers jours, là-bas, comme au ministère de l'Information, de grandes situations se posent déjà un défi pour les récipiendaires. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, tour d'horizon sur ces actualités avec Suleiman Ba Tiangel, journaliste, homme de culture et spécialiste de la communication. Il est avec nous dans ce studio. Un peu plus tard, nous allons avoir, évidemment, on parlera, pourquoi pas, fichier électoral, entre autres avec notre deuxième invité qui va nous rejoindre un peu plus tard dans ce studio, mon cher Jacques Léoal Leno. Donc la question, j'étais en train de parler un peu de Dadis qui a voulu avoir un discours vrai. Et je sais que c'est le propre des putschistes, même avec Doumbouya, au début c'était plutôt un discours vrai, parler directement à ces populations-là et qui... Bon, je pose la question à et lorsque c'est dit comme ça, d'une certaine façon, le message est accepté au sein de la population. Après, bien sûr, le travail commence aussi bien sur la forme que sur le contenu. Vous pensez que ce processus-là peut aider à maintenir le lien qui a existé dès le départ, c'est-à-dire le 5 septembre, que ce lien-là puisse exister si on travaille finalement à transformer l'homme qui préside le destiné. L'un n'exclut pas l'autre.
En fait, je crois que c'est en radio, dans les écoles de journalisme, qu'on dit que la radio, c'est de l'improvisation écrite. Effectivement. Donc du coup, ça veut dire qu'en fait, ce qu'il est aujourd'hui n'exclut en rien de travailler. Et d'ailleurs, la communication qui travaille ex nihilo sur quelque chose qui n'existe pas ne fonctionnera jamais. Mais la com qui repose sur ce qu'on est déjà, Oui. c'est ça qui fonctionne. Il est déjà lui. Il a une personnalité. Il a une démarche intellectuelle. C'est pas de la transformer, celle-là. C'est pas de ça qu'il s'agit. Si on fait ça, en fait, il va se planter. Ce qu'il faut, c'est d'aller chercher justement ce qu'il est et faire en sorte de l'amplifier pour que la relation qu'il a avec son peuple soit mieux compris. Donc du coup, l'un n'exclut pas l'autre. Il ne s'agit pas de faire un nouveau Mamadi Doumbouya. Non, c'est même impossible. Il garde son authenticité et il s'ouvre au contexte actuel. Exactement. Il est ce qu'il est. C'est pour ça que, par exemple... Mais il n'y a pas un vrai président, quand même. On a vu le cas de Hollande, du côté de la France. mais justement, parce que le problème du gars, c'est qu'il était dans l'improvisation non écrite. C'est ce que j'allais dire. Tu sais, je disais souvent à mon ancien patron que un acteur politique, il y a d'abord acteur dedans. Ok. D'accord. Donc, pour moi... La scène politique est une scène. L'espace public est un espace de représentation. Donc, représentation, l'idée dans laquelle on vient jouer quelque chose. Donc, pour que on arrive à ça, ça veut dire qu'on a des coulisses. Les coulisses de la scène, c'est l'endroit où justement on fait du media training, c'est l'endroit où justement on fait des discussions, où on met la personne en situation de parole, en situation de prise de parole et on le bouscule. Mitterrand parfois avait des communicants qui le bousculaient au point qu'il s'énervait. Parce que c'était fait pour ça, pour qu'il s'énerve et que les gens disent « Ah ouais, sur cette question tu t'énerves et donc du coup voilà comment est-ce qu'il faudrait que tu répondes à celle-là. » Parce que fondamentalement, quand on se retrouve dans l'espace public, un homme politique ou un homme de parole publique de façon générale, il n'est pas forcément dans une logique de réponse directe comme si on était dans une école ou une interrogation écrite. Un homme politique, un homme de parole dans l'espace public est d'abord un homme qui passe des messages. Donc si toi, Lamine, tu me poses des questions et que je me dis que si je réponds à ta question de façon frontale à ta question, c'est que je risque de dire des bêtises, et bien je vais contourner ta réponse, ta question, et je vais essayer de donner la réponse qui me permet, moi, d'être à l'aise. Voilà. Donc, on a vu avec le gouverneur de la Banque centrale hier dans cette émission. D'accord. Alors, non, pardon, Antoine, pardon. Ce que je veux dire à Tchangel, c'est que je suis d'accord. Quand tu parles du président de la République qui est en train de s'améliorer dans ce qu'il est en train de faire, c'est tout à fait normal. Parce qu'il n'était pas dans ce domaine-là avant. Prédestiné. Mais, quand on prend l'image... Et quand on prend la superposition, je le rappelle toujours, des drapeaux et autres, je suis désolé, on ne peut pas dire non, ils sont en train de s'améliorer. Ça doit être automatique parce qu'il y a quand même des spécialistes. Je suis désolé. Mais c'est de ça que je parlais tout à l'heure, Ahmed. C'est que je crois que il ne faut pas oublier une chose. Souvent autour, c'est pas pour dénigrer le travail de journalisme, souvent autour des responsables publics dans ce pays, il y a des journalistes. Il y a très peu de communicants. Il y a des journalistes. Alors que ce n'est pas le même métier. Du tout. C'est pas du tout le même métier. Celui qui fait du journalisme est là pour informer, pour donner du factuel. Celui qui est communicant, son objectif est de faire en sorte que tu adhère à ce que les grandes gueules. Donc du coup, forcément, il y a peut-être une espèce de décalage. Il y a un décalage parce que l'autre recherche la vérité, tu vois, et l'autre n'est pas forcément à la recherche de la vérité. Voilà, exactement, tu comprends. Donc,
Moi, je pense que les choses se mettent en place et à mon avis, les choses se passeront au fur et à mesure. Faut pas être trop. Non, c'est que il faut être légèrement indulgent et laisser les choses. Doum est déjà, le président de la transition, il est déjà, il a un gabarit déjà imposé et tout, donc ça impose déjà. Je pense que Tchangel fait de la solidarité ce matin. Bien, allez-y. La solidarité avec les communicants. Ouais. Heureusement. Allez-y. Rapidement, c'est deux questions. La première, c'est par rapport à son accoutrement. Déjà, depuis son arrivée. Attendez. Fini. Allez-y, Antoine, s'il te plaît. On va se reposer après. Allez-y, Antoine, pardon. Sa façon de paraître parfois. Ouais. On le voit à la télé à l'instant. Allez-y, la régie. On constate que par rapport aux événements, il a des sortes de tenues qu'il porte à sa prise de pouvoir. La tenue des forces spéciales, il avait arboré. Au fur et à mesure, il change de tenue en fonction de ses rencontres. Et parfois, il met... comment vous appelez ça Là, on le voit comme un ninja. Hein? Voilà, l'image là, justement. Par rapport à ça. Dans du groupement des forces spéciales. C'est normal. Selon les événements. Allez-y, Antoine. Au moment où cette vidéo passait sur la toile, on ne parlait pas de communication à ce moment-là. C'est les balles qui parlaient. Mon Dieu, allez-y, Antoine. Cette façon de s'habiller en ninja parfois, est-ce que c'est recommandé pendant qu'il est chef d'État? Parce que à un moment donné, beaucoup se demandent est-ce qu'il va ôter la tenue pour porter enfin les costumes. Attendez, ça peut se faire. Est-ce qu'en le faisant ainsi, il ne quittera pas une certaine peau d'influence? Non, mais je pense que... Moi, je l'apprécie bien en tenue. Je pense que fondamentalement, le contexte joue toujours sur ce qui se passe. Le contexte dans lequel il était effectivement habillé en militaire, d'accord, avec la tenue camouflage, donc forcément c'est différent aujourd'hui avec le processus qui se met en place. Donc si tu veux, le contexte va forcément influer sur comment on appelle ça, sur sa façon de parler, sur sa façon de porter des camouflages. Oui, exactement. Donc je pense que étape par étape, ça va changer. Le contexte fait que il évolue à la fois dans la parole articulée, mais aussi tout ce qui est de l'ordre comment on appelle ça, de la gestualité, tout ça. Sur le plan culturel, Mafoudi avait posé la question par rapport à la culture, il y a un débat qui se pose aujourd'hui par rapport d'abord au chef du département, mais surtout par rapport à ceux qui doivent aller au CNT. Non, Mafoudi, le temps presse. Oui, s'il te plaît, mais alors il a décidé personnellement de ne plus trop parler. Sur le plan communicationnel, est-ce que vous pensez qu'il a fait le bon choix? Quelle doit être la périodicité pour ne pas qu'en même temps on sente qu'il ne s'adresse plus à la population? Ouais. Je pose la question en communication. Là, il s'agissait de comment après les consultations, il a dit c'est trop, on a trop parlé et voilà. Mais en même temps, on ne l'entend plus. Est-ce que vous pensez que sur le plan communicationnel, c'est bon, il est dans le juste milieu? Alors, la question concernant le département de la culture, c'est de ça qu'il s'agit? Non. En fait, c'est la continuité de ce que tu comprends pas. Non, honnêtement, j'avais pas bien compris. J'insistais pour poser cette question avant. Honnêtement, j'avais pas bien compris. Elle a zappé ma question, posé la sienne. Voilà. Oui. En fait, le fait maintenant que ce silence radio, il ne fait plus d'apparitions publiques, si ce n'est qu'à des occasions exceptionnelles. Oui, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est comment on dit déjà dans le jargon connu, c'est de dire plus. Non, pas forcément un blackout, mais de dire voilà, la rareté fait la valeur. D'accord? Moi, je me souviens qu'à un moment donné, pour parler de mes expériences encore une fois, j'avais fait en sorte qu'il y ait un silence total autour de votre ancien patron, de mon ancien patron. D'accord. Et je me souviens ici qu'à l'époque, le jour où il est venu ici, Aboubacar Diallo avait commencé par dire maintenant, pour mettre la main sur vous, il y a un tata qui a été fortifié autour de vous. Alors que justement, c'est que
plus la parole elle est rare, plus elle prend de l'importance, plus on essaie de comprendre qu'est-ce qui va être dit. Quand l'actualité est bouillonnante, à un moment donné, si vous êtes tout le temps sur les médias, en fait, votre discours non seulement il devient redondant, mais en plus, les gens, ils apprennent rien de plus. Et c'est souvent ce qui se passe dans l'espace politique. C'est que les gens disent la même chose. Les gens radotent. Parce que quand les gens vont dans les médias, ils disent des choses que nous, population, on l'a déjà entendu quelque part. C'est juste, ça juste comment la personne le dit. Donc je pense que la raréfaction de sa parole dans l'espace public est forcément quelque chose de pertinent dans les conditions dans lesquelles on est aujourd'hui. Je crois que moins il va parler, mieux ce sera. C'est la méthode de Khalifa Gassama Diaby. Voilà. C'est vrai, exactement. On va essayer de lire, parce que Mafoulia tient beaucoup à ça, les questions des confrères. Marwan qui nous écrit. Une question pour Soulé. Sur quelle méthode se base-t-il pour analyser donc les discours de Doumbouya? C'est Marwan qui pose la question. Le décor, est-ce important dans une situation de prise de pouvoir? Je suis d'accord que le colonel a besoin d'un média planning, un média training, il veut dire, hein, et du training, planning et training, donc les deux vont de pair. C'est Marwan qui nous envoie ce message. On a notre ami Ahmed Kourouma, voilà, qui réagit évidemment aussi. Là, comme métier, il va falloir que l'on comprenne qu'il y a une grande différence entre être un communicant et un propagandiste. Voilà, le père de la communication s'appelle... qu'est-ce qu'il veut dire, Ahmed? Voilà. Allez, c'était donc... Par rapport à Marwan, si je dois répondre à cette question, je réponds sur une méthodologie en com qui s'appelle de l'analyse de discours et qui essentiellement se base sur une matière qui s'appelle de la sémiologie, donc qui est l'étude des signes, et donc dans lesquels justement on voit comment est-ce que le signe peut produire, mais le signe, pas un signe, mais le signe dans son acception la plus générale, c'est-à-dire que tout ce qui a la possibilité est capable de produire du sens. Et donc du coup, quand on analyse le discours du président, le discours du président produit du sens, il produit de l'interprétation, et donc ça s'appelle de l'analyse de discours. Il faut demander à mes étudiants de première année com. Je leur apprends ça régulièrement. Voilà, allez, on parle de la RTG, hein, parce que récemment, évidemment, l'actualité, c'est tout. De ce côté, Antoine, c'est tout. Avant de partir, de parler culture, je sais que tu as fait une sortie là-dessus en ce qui concerne du côté de la RTG. Quel modèle, finalement, aujourd'hui, Tianguel? Je pense qu'aujourd'hui, la ministre est déjà dans une situation un peu difficile. Difficile. Ouais. Elle arrive, elle tombe sur une crise qui est là-bas, et honnêtement, ça peut être compliqué pour elle. Et je crois que ce serait peut-être pas mal de lui donner, comment on appelle ça déjà, des 100 jours, une période, les 100 premiers jours, pour lui permettre vraiment de se poser et de voir comment régler ce problème-là. Pas forcément, d'autant plus qu'elle a eu encore un autre problème qui est le problème de local. On sait ce qui s'est passé. Donc je pense que ce serait peut-être mauvais pour les grévistes de mettre la pédale, de toucher la pédale du milieu un peu et oublier la pédale de droite. Maintenant, par rapport au statut de la RTG, je crois qu'aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai parlé avec quelques personnes, des anciens ministres, qui m'ont dit d'ailleurs que cette question a fait l'objet d'un débat houleux au sein des gouvernements antérieurs. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il est essentiel de faire de la RTG un média de service public, un office. Un office dans lequel on aurait peut-être plusieurs RTG qui seront des stations thématiques, RTG 1, RTG 2, à voir après quel sera le contenu de chacun de ces médias. Ensuite, la deuxième chose, c'est le statut de médias de services publics versus médias d'État. D'accord? Aujourd'hui, je crois que il faut qu'on conçoive la RTG comme un média qui vient rendre un service à la population guinéenne. Donc, du coup, un média dans lequel la diversité des opinions peut s'exprimer. Et le troisième élément, c'est le mode de fonctionnement de la RTG. Aujourd'hui, ceux qui travaillent à la RTG, en dehors de ces stagiaires dont on connaît le statut et le destin, c'est que ce sont des fonctionnaires. Les grandes gueules.
Il est terrible. Condamnés à rester des stagiaires, c'est ça leur destin. Ne me faites pas dire ce que je dis le destin, ça ne veut pas dire que la fin, c'est la fin du processus. D'accord? Donc ce que je veux dire, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que les employés de la RTG sont des fonctionnaires. Ce sont des gens qui sont là, qui dépendent du ministère de la fonction publique et du ministère de la communication. Donc, ça veut dire que si Lamine, tu me nommes et qu'on est dans une situation de nomination simple, c'est que d'une certaine façon, je te suis redevable. Mais lorsque la RTG mettra peut-être en place un système de recrutement sur la base des compétences, faire des appels à candidature et qu'on recrute comme les privés, exactement, recruter Lamine parce qu'on sait que Lamine a des compétences, signer un contrat avec Lamine qui sait que s'il ne remplit pas le contrat qu'il doit remplir, il peut être renvoyé. Alors que de l'autre côté, on sait que grosso modo, tu fais pas, à la fin du mois, tu as ton salaire. Donc, après, à ce moment-là, on peut mettre en place un CA, un conseil d'administration qui permet de donner les orientations. Dans lequel conseil d'administration, on peut avoir des représentants de l'État. Des représentants de l'État. Laisse-moi terminer, Tamba. Je sais que tu es les grands pressé. Je ne suis pas pressé, mais je voulais... Je te taquine. Donc, laisser ce CA dans lequel évidemment il doit y avoir forcément un représentant de l'État et notamment du ministère de tutelle qui est le ministère de la communication. Donc avoir un autre élément, c'est permettre à la RTG d'avoir son autonomie financière. Aujourd'hui, la publicité de la RTG est collectée par l'OGP. C'est-à-dire que... Non, mais je veux dire, c'est l'OGP, la régie de la RTG n'est pas gérée par la RTG. Normalement, oui. Elle n'est pas. Or, aujourd'hui, l'OGP, normalement, doit se limiter à sa place de régulateur de l'espace. Parce que sinon, ils sont en position de concurrence déloyale. C'est comme si aujourd'hui, comme je disais la dernière fois, la HAC avait son propre média. Ça veut donc dire que la HAC entre en système de concurrence avec Espace, avec n'importe quel autre média. Donc l'OGP, à mon avis, aujourd'hui, doit se cantonner à son statut de régulateur de l'espace publicitaire et faire en sorte que justement les questions de redevance, les questions de taxes, etc. soient réglées et que la RTG puisse avoir sa propre régie, qu'il la gère et qu'il puisse payer ses salariés comme n'importe quelle entreprise qui peut être privée même. Sur les questions, Thiongel, sur les questions managériales, cette proposition que vous faites peut avoir un véritable impact, on est d'accord. C'est-à-dire que chacun est engagé sur la base d'un contrat de performance avec des indicateurs de résultats à atteindre. Ça c'est une chose. Mais sur la question de ce service public, l'autonomie au niveau, j'ai envie de dire l'indépendance, au niveau du traitement de l'information. On a un conseil d'administration dont les membres seront nommés par l'État, je veux dire par qui? Comment on va composer? Je reviens à cette question. Comment on va composer ce conseil d'administration-là? Première chose. Deuxièmement, on sait qu'un conseil d'administration fait des orientations. L'orientation stratégique de l'entité RTG va donc émaner d'un conseil d'administration. L'exécutif de la RTG sera obligé d'aller vers l'atteinte, la réalisation de ces orientations stratégiques. Thiongel, la question c'est comment on parvient à une RTG qui puisse traiter de l'information comme nous, Espace, sans aucune autre forme de contrainte. Ce ne sont que des pistes, hein, encore une fois, parce que, voilà. Aujourd'hui, prenons une radio comme Espace FM. Je crois que l'ensemble si Lamine est peut-être l'actionnaire majoritaire, mais il doit avoir d'autres actionnaires. Tout à fait. Tout à fait. Qui entrent. Tout à fait. Donc la RTG doit ouvrir la possibilité que moi, si j'ai envie d'un... Hein?
j'en sais rien si espace est fermé. C'est fait. Ah ben voilà. Donc du coup, si la RTG doit avoir un fonctionnement normal, c'est d'avoir donc des personnalités qui ont un certain niveau de compétence et surtout ouvrir son capital. Pour permettre à ces personnes qui sont des actionnaires et donc du coup qui vont avoir un regard sur le fonctionnement de la RTG et qui vont avoir un regard sur la ligne éditoriale dont on parlait tout à l'heure, dont le principe de service public c'est quoi? C'est informer, éduquer, divertir. C'est ça le travail du service public. Et donc du coup... Ce modèle que nous avons, en tout cas jusque-là, je pense que les seules entités que nous avons, c'est comme la LONADI, une SA avec conseil d'administration. Alors pourquoi on le ferait pas? Non, mais l'actionnaire est unique malheureusement. Non, mais justement là... Est-ce que vous... Non, Tanguel, vous entendez bien que... Mais Tamba, c'est une réforme. C'est une réforme. C'est une réforme, c'est une réflexion. C'est une réflexion. Mais je veux savoir, dans cette réflexion que vous faites, est-ce que vous avez des exemples au niveau sous-régional, par exemple, où il y a un média public qui soit une SA dont le capital est ouvert à d'autres actionnaires? C'est un peu de la faisabilité et du réalisme que... Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce à quoi on doit réfléchir. Ce sont les différentes pistes qui peuvent exister. Ce que je dis là, ce n'est pas la panacée. Bien. D'accord? Et donc, de ce point de vue, ça ouvre des chantiers. Ce sont des chantiers compliqués et complexes parce que c'est un média, et courageux, évidemment. C'est un média qui a une longue histoire de fonctionnement qui aujourd'hui, si tu demandes à ce que ça se passe, et là, encore une fois, ça veut dire que c'est un processus qui doit se mettre en place. Ça va pas être d'un claquement de doigts du jour au lendemain. On va passer d'une RTG de cette manière-là à une autre RTG. Je crois qu'en fait, ce sont des réformes possibles. Maintenant, est-ce qu'elles sont réalisables et en combien de temps et comment? Ça, c'est un comité d'experts peut-être qui peut poser la question. Merci beaucoup en tout cas, Tanguel, d'être passé ce matin. Nous voilà. Un plaisir évidemment toujours à vous écouter. Comment il s'appelle votre ami Safa Tunkara qui s'étonne ce matin, qui nous envoie ce message. Dit à Tanguel que je connais bien, qui a une grande gueule. Et bizarrement de le voir aujourd'hui bien méfiant des mots qu'il utilise. Communique mon cher, il dit Safa Tunkara. Vous le connaissez? Oui, je le connais, mais c'est ce que je fais là. Voilà, justement. La communication, Safa, c'est une mise en relation et je suis en relation avec les uns et les autres. Bien. Merci beaucoup d'être passé. C'était un plaisir et merci à tout le monde et merci de m'avoir invité. Voilà. Tanguel que vous allez retrouver évidemment bientôt sur nos antennes, mesdames et messieurs, avec cette nouvelle émission de confrontation, c'est bien ça? Émission de confrontation qui va s'appeler Face à Tanguel. C'est ça, Face à Tanguel. Allez, dans un instant, le deuxième invité. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Monsieur Mami qui est en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Diaby, bonjour. Oui, bonjour. Oui, il serait très intéressant qu'on vous entende puisque vous avez souhaité prendre la parole. Je crois qu'il y a des questions spécifiques qui vous intéressent. Sur le backbone national, il y a des questions qui ont été soulevées ici par notre invité. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Non, je souhaitais, merci beaucoup déjà pour l'opportunité et je pense que confronter les idées, surtout entre spécialistes, aiderait, si vous voulez, aux concitoyens dont on a le droit d'éclairer les lanternes, permettrait effectivement de les éclairer les lanternes. En fait, déjà, je dis bonjour à Amadou Sita, qui est un ami que je connais bien, on a étudié en France ensemble, on se connaît très très bien. Sauf que sur le backbone, j'avais quand même, parce que j'ai écouté et je voulais un petit peu donner un certain nombre d'éléments. Par exemple, j'ai entendu que la capacité de notre backbone est de 50 gigas. En fait, la capacité de notre backbone, le backplane, le fond de panier, c'est 450 gigas. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que aujourd'hui, la capacité des équipements, c'est 450 gigas. Il y a 50 qui est activé, mais extensible jusqu'à 450 gigas et vous faites ça de façon logicielle et c'est à 0 francs. Donc c'est 450 gigas la capacité maximale. Aussi, j'ai entendu que les 238 millions de dollars ont servi qu'au déploiement des 4500 km. J'aimerais aussi expliquer ce passage
En fait, le contrat de backbone national a été signé en 2012. D'accord. Nous, on arrive en 2015, donc 3 ans bien après, pour déployer donc cette infrastructure. Ce qu'on a fait, effectivement, nous avons essayé de recadrer un petit peu le projet, parce qu'à la base, la capacité même qui était proposée, c'était 10 gigas. Nous avons dit à notre partenaire Huawei que 10 gigas n'était pas possible pour un backbone à fibre optique. Bref, nous sommes montés jusqu'à 450 gigas et nous avons changé tous les équipements. Alors, les 238 millions de dollars concernent les 4500 de fibres, dont dans les tranchées, le contrat initial c'était un fourreau, donc où on souffle la fibre. Nous sommes montés de 2 fourreaux dans les villes à 3 fourreaux en rase campagne. Donc c'est comme si on multipliait le coût du projet par 3, tout en gardant le même montant. J'ai entendu qu'avec 230 millions de dollars, on aurait pu faire 46 000. Peut-être oui, mais avec enterrer la fibre sans les mettre dans des fourreaux et aussi sans tenir compte de la redondance et de l'extension de ce réseau-là. Donc, 230 millions de dollars, je disais, c'est 4500 km de fibre, mais aussi plus un data center de tier 3, un centre de données, plus Safe City, des caméras de vidéosurveillance qui sont installées sur cette question, monsieur le DG, si vous permettez, si là, vous êtes là puisque c'est vous qui avez soulevé le débat, vous disiez donc c'est 10 fois ce qu'on aurait pu obtenir. Je vais revenir sur le point parce que non, c'est pas vous, c'est Silla qui l'a dit. Donc Silla vous répond sur cette question. Je réponds sur ce point, c'est vraiment important. Alors, le montant global du projet, le portefeuille, c'était donc 238 millions. Dans ce montant-là, il y avait plus de 8,5 millions qui étaient dédiés à l'achat de la fibre optique, en fait. Oui. Donc, la référence, c'est donc dual core G654.ND. Vous pouvez voir sur Internet maintenant. Et encore une fois, ce que je dis, c'est que le montant qui est donc auquel l'État a acheté cette fibre-là, c'était plus de $2, donc plus de 20 000 francs guinéens, quelque part. Et cette fibre-là, cette qualité-là, d'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure, est en réalité vendu entre 900 et 1200 francs guinéens. Mon point, il est là. Ce qui veut dire qu'en fait, ce même montant-là aurait pu permettre d'acquérir 10 jusqu'à 12 fois la longueur qui a été achetée aujourd'hui. Premièrement. Deuxièmement, cette qualité de fibre, en fait, n'est pas la meilleure. Elle est d'une durée de vie théorique de 20 ans. Et en réalité, vu notre climat en Guinée, vu le relief de notre pays, on est souvent autour de 10 à 12 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce projet a été initié en 2014, je pense, dans ces eaux-là. On est en 2020. Ça veut dire que finalement, on a déjà consommé la moitié de la durée de vie des installations. Vous imaginez parcourir de la durée de vie. Vous dites qu'on a déjà consommé la moitié. Cette fibre-là, encore une fois, a une durée de vie de 20 ans. Oui. Voilà. En théorie, parce que souvent, dans notre jargon, on parle de théorie, on parle de réalité. Suivant les pays, suivant qu'on soit dans un climat tropical, un climat sec, un climat tempéré, c'est pas pareil. Dans notre pays, généralement, ces installations-là se détériorent très vite du fait de l'humidité. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Juste pour préciser là-dessus, vraiment, je voudrais terminer. 20 ans, c'est ramené donc à 12 ans maximum. On vient de faire déjà 6 ans. Ça veut dire que dans 6 ans, la Guinée va encore se poser la question comment on va déterrer, renforcer un réseau qui va de Conakry à Yomou, Koundara, machin, c'est dire tout ça. On en est déjà là. Alors que pour avoir fait la même expérience et pour avoir fait la même expérience en France, lorsqu'on décide d'enterrer une fibre optique, on se débrouille pour que cela dure une centaine d'années. Parce qu'on sait ce que cela veut dire. Creuser dans les tranchées à travers les montagnes, vous voyez comment ça se passe. Et l'autre erreur, je pense, j'estime qu'on a faite, c'est que pour avoir vu, de mes yeux vus quelque part, certains endroits où on a creusé, c'était à même la route quasiment. Donc on sait très bien que dans quelques années, la ville va s'agrandir. On va vouloir, en termes de BTP, on va vouloir élargir certaines routes. Donc on sait que déjà, cette partie-là est morte-née en fait. Bien. Monsieur Diaby. Je peux réagir sur ça, Lamine? Allez-y, monsieur Diaby. Merci beaucoup, Lamine. Et sincèrement, je tiens encore à vous remercier très sincèrement pour ce débat. En fait, je suis pas d'accord avec monsieur Silla. La durée de vie et la durée de garantie sont deux choses différentes. La durée de vie de cette infrastructure est de 30 ans, ce qui est tout à fait normal. Ça voudrait dire quoi? Qu'après 30 ans, parce que les technologies évoluent, nous sommes dans un secteur où il y a des mutations. Donc je revenais sur les 238 millions de dollars qui ne concernent pas que
comme on appelle, le backbone, les 4500 km. Alors, M. Silla donne des chiffres, en fait, je crois qu'il n'a pas le contrat à jour. Je disais que le contrat initial qui était là, c'était 10 gigas, n'est-ce pas? Quand nous nous sommes appropriés de ce contrat qui a été signé en 2012, nous sommes arrivés en 2015, nous avons fait évoluer les équipements. Donc, le contrat initial, vous mettez de la fibre pour un fourreau, n'est-ce pas? Le coût de la fibre ne représente même pas 5%. Non. Si vous permettez, Monsieur Diaby, oui. On a compris le contrat général. Laissons le contrat général et touchons la ligne qui a été affectée à l'achat du câble. Je pense que c'est là. Le débat est à ce niveau. Le débat est à ce niveau. Vous pouvez me laisser finir sans m'interrompre aussi. Allez-y, monsieur. Vous ne pouvez pas prendre un contrat global et faire une fixation sur une ligne. Je vous dis que le contrat a évolué. Donc, ces chiffres que monsieur est en train de donner ne sont pas les coûts qui ont été appliqués. Je ne sais pas dans quel temps, comment vous voulez que j'explique ce passage. Je suis un peu désolé, Mami, très cher ami. Je peux très bien, alors vas-y, je te laisse terminer. Laisse-moi aller au bout de mes idées, s'il te plaît. Je peux? Allez-y. Merci beaucoup. Donc, je disais en fait, vous avez un fourreau. Vous mettez un fourreau dans les tranchées. Contrat initial. Contrat global final, il y a 2 fourreaux qui ont été mis dans les tranchées en rance campagne et 3 fourreaux dans les villes. Vous êtes d'accord avec moi que le coût ne sera pas le même. Donc, il y a les 4500 km qui ont été déployés avec 3 fourreaux en race campagne et 2 fourreaux dans les villes. Le montant des 238 millions de dollars, c'est un data center, un centre de données de tiers 3. Dans les 238 millions de dollars, c'est le siège de la société de gestion et d'exploitation du backbone national R+5 qui est en construction à Symphonia. Dans les 238 millions de dollars, c'est aussi les CFC, les caméras de vidéosurveillance. Donc, j'aurais voulu qu'ils s'approprient donc de ce contrat pour comprendre en fait que ce sont de multiples composantes qui forment les 238 millions de dollars. Je ne sais pas si ça aussi c'est clair. Aussi, j'ai entendu que la capacité était de 50 gigas. Ouais. Je voulais intervenir sur ce point qu'en fait, la capacité n'est pas de 50 gigas. La capacité est de 450 on est d'accord. La capacité maximale, elle est évidemment de 450 gigas. Ça, je le sais. Mais je parle de celle qui est déployée aujourd'hui. C'est 50. Celle qui est déployée, Monsieur Silla, oui. Celle qui est déployée, c'est 450 gigas. Quand on vous parle de pont de panier, ça veut dire que mon équipement, il est capable, c'est comme si vous avez votre iPhone qui fait une capacité de, je ne sais pas moi, de 32 gigas. Mais qu'en fait, sur les 32 gigas, en fonction de la consommation actuelle, il n'y a que 2 gigas qui est consommé. Mais ça ne veut pas dire que la capacité de vos téléphones fait 2 gigas, messieurs. Oui. Donc, le fond de panier, le backplay... Je pense qu'on joue sur les mots. On joue sur les mots parce que, en réalité, je vais pouvoir donc avancer aussi là-dessus. Je pense que j'ai entendu votre argumentaire là-dessus. Mais les grandes gars. Je voudrais pouvoir avancer. J'entends. Alors, juste sur la capacité, encore une fois, j'ai précisé que ce qui est déployé, c'est bien 50 gigas. Mais j'estime que la capacité maximale, effectivement, elle est 50 gigas. Là-dessus, il n'y a pas de... Monsieur Silla, on va l'écouter. Allez-y. Allez-y. Je vous dis, monsieur Silla, que le backplane de notre backbone national de Guinée, donc le fond de panier, je vous essaie de faire ce qu'il avait dit, c'est 450 gigas. Donc la capacité des équipements qui sont installés est de 450 gigas. C'est pas difficile à comprendre. C'est pas 50 gigas, messieurs. On dit la même chose. On joue sur les mots, en fait. Donc c'est bon. Donc, on dit la même chose. En fait, la question n'est pas là, en réalité. La question, finalement, parce que la question, elle réside dans le fait que le montant qui a été investi dans ce projet aurait pu permettre de couvrir le territoire beaucoup plus largement, notamment en termes de maillage territorial. Aujourd'hui, on est sur les grandes villes, les grands centres urbains. J'estime qu'avec ce montant-là, aujourd'hui, tous les foyers guinéens, toutes les entreprises et tous les démembrements administratifs auraient pu être couverts en termes de fibre optique. Et c'est là, j'estime que c'est vraiment dommage que le projet ait déjà duré 2 fois plus longtemps que prévu et qu'en plus, on ait couvert que, encore une fois, une longueur, une partie du territoire qui ne représente que moins de 10% de ce dont le pays a besoin. Et aujourd'hui, ceux qui en souffrent, ce sont les consommateurs finaux. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a été déployé, au final, ne sert que les opérateurs. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, dans ma maison, ici en Guinée, je devrais pouvoir accéder à la fibre optique déployée par la SOGEB.
Ce qui n'est pas le cas, quelque part. Et juste pour terminer, pour le coup, je vais terminer en fait à ce que je dis. Cela pousse aujourd'hui donc certains opérateurs à déployer leur propre fibre aérienne. Pourquoi cela? C'est parce qu'il y a un vide qui a été laissé. Si. Je vous le garantis, aujourd'hui, certains opérateurs déploient leur propre fibre aérienne pour toucher les zones qui n'ont pas été couvertes en fait par la SOGEB. Et cela est dommageant. Je peux vous aider? Non mais, merci beaucoup. Non mais pas besoin d'aide parce que j'ai les informations, j'ai les chiffres clés aussi. En fait, aujourd'hui, je pense que on s'est trompé en fait, je pense à l'entame de ce projet-là, on s'est trompé dans la manière dont on voulait l'aborder. Parce que encore une fois, une telle démarche doit toujours s'inscrire dans la durabilité. On ne peut pas, pour moi, on a un peu quelque part navigué à vue quoi en fait. Moi, là, en termes de... je reviens encore une fois sur la qualité de matériel qui a été déployé. On ne peut pas couvrir un territoire de 246 000 km² avec une fibre qui a une durée de vie de 12-13 ans. C'est pas possible. Et ce que je dis est vérifiable. Allez-y sur le site du constructeur. Vous verrez que c'est marqué 20 ans en théorie et que dans des pays comme les nôtres, cela est ramené quasiment au... allez, on va dire à 60% de la durée de vie. Alors, on va l'écouter sur la qualité, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Oui, allez-y. Les grandes gueules. Le pays doit faire la différence entre un backbone national, donc une épine dorsale, et le FTTH, Fiber to the Home, fibre jusque dans les foyers. Et ceci-là, vous ne pouvez pas déployer de la fibre dans les foyers quand vous n'avez pas mis déjà en place l'autoroute de l'information qui est donc le backbone national à la fibre optique. C'est comme si vous me dites, vous allez construire des routes à l'intérieur des quartiers sans construire des autoroutes. En fait, là où vous faites l'amalgame, c'est que la SOGEB, la Société de gestion et d'exploitation du backbone national, sa mission essentielle, c'est quoi? Donc, c'est de mettre en place cette infrastructure structurante de télécommunications, donc l'autoroute de l'information, qui est déjà en place. C'est ça le rôle d'un backbone. Maintenant, les FAI, les fournisseurs d'accès à Internet, ceux qui veulent se constituer donc en des FAI, ce sont eux qui amènent la fibre dans les foyers. C'est-à-dire qu'ils viennent se connecter à l'infrastructure de la SOGEB. Je vous prends le cas de la France. En France, France Télécom a été la première société qui a déployé les infrastructures souterraines normales. C'est l'opérateur historique. D'accord? Free est venu. Donc, et France Télécom en France, c'est l'État, en l'occurrence. Aujourd'hui, c'est Orange, donc privatisé en partie. Mais à l'époque, non mais ce que vous dites, c'est incomplet. Je dois pouvoir le compléter en fait. Vous prenez le cas d'un pays que je connais très bien, j'y vis d'ailleurs, et j'ai même fait des projets dans des villes françaises. En fait, en prenant cet exemple-là, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. J'estime encore une fois qu'une telle démarche, dès l'entame, pour moi, n'était pas, en tout cas, elle n'a pas été envisagée de manière efficiente. Mais ceci là, on va l'écouter. Après, vous allez réagir, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Diaby. Allez-y, monsieur Diaby. Oui, allez-y. Les grandes gueules. Voilà. Je suis désolé, je reviens sur ce que je disais. En fait, le backbone, c'est l'autoroute de l'information. Lamine, pourquoi l'Internet est cher chez nous? Parce que, Lamine, dans le passé, nous avons sapé la mise en place de ces infrastructures structurantes. Lamine, on ne peut pas parler de notre révolution digitale sans mettre en place ces infrastructures structurantes. Donc, je reviens sur l'exemple de la France que je disais, en fait. En France, France Télécom, bien évidemment, donc, qui était une société donc, de l'État qui a ouvert son capital, des privés sont rentrés dans le capital de la société, donc dans un cadre PPP, partenariat public-privé. Maintenant, il y a eu un opérateur comme SFR, un opérateur comme Bouygues. Les gens pensent que c'est Free qui a révolutionné la téléphonie en France. Non, c'est Bouygues Télécom. Bouygues Télécom a été le premier opérateur en France à proposer les offres à la seconde. Parce qu'avant, votre appel, même si vous faites 30 secondes, vous facturez la minute. C'est Bouygues Télécom qui a mis ça en place pour la première fois en France. Et c'est Bouygues Télécom en France qui a mis en place l'offre illimitée pour la première fois. Encore ils ont commencé. Ça, c'est fait, je suis désolé. Voilà. Alors monsieur Diaby, moi je veux comprendre, parce que nous, vos trucs là, ce qu'on veut savoir, vous avez dit, il dit que le coût auquel le mètre du câble a été vendu à la Guinée, c'est 2 $, soit 20 000 francs guinéens.
Mais il dit encore que sur le site du fabricant, ce même mètre-là, ça coûte entre 900 et 1200 francs guinéens. Exactement ça. C'est quoi là? Vous répondez quoi à ça? Vous l'avez acheté à combien? C'est quoi votre vérité? Merci beaucoup, mais donnez-moi 2-3 minutes pour répondre. Si à chaque fois vous m'interrompiez, Tamba, ça ne marchera pas. Vous me donnez 2 minutes. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Après, il y a le fact-checking. Vous pouvez vérifier. D'accord? Quand vous héritez d'un contrat, n'est-ce pas, via un prêt concessionnel où un appel d'offres a été lancé en 2012, il y a un opérateur qui a été identifié. Le coût qui est dans le BOQ, donc Bill of the Quantity, ce coût que vous annoncez est faux, n'est pas celui qui a été appliqué à la Guinée. Le coût dont vous affirmez n'est pas celui qui a été appliqué à la Guinée. Le mètre linéaire de fibre coûte moins $1 de ce qui a été 0,98 cents. C'est le coût. Maintenant, je vous dis, encore une fois, attendez, laissez-moi finir. Mais laissez-moi finir. Exact, précise de la dernière. On va le laisser finir, s'il vous plaît, monsieur Sida. Laissez-moi finir au moins. Allez-y, monsieur. Je peux continuer. Allez-y, monsieur Diaby. Les grandes gueules. Maintenant, Lamine. Donc, Lamine, vous avez ce coût qui concernait en fait de souffler la fibre dans un fourreau. La fibre n'est pas enterrée. La fibre est soufflée dans un fourreau. C'est comme les PVC où, comment on appelle, la sec fait passer de l'eau. Mais cette fois-ci, ce sont des PVC adaptés aux télécoms. Donc la fibre, le contrat initial était soufflé dans un seul fourreau. Et qu'on a exigé donc au client de souffler la fibre dans un fourreau, de mettre 2 autres fourreaux supplémentaires enterrés dans les îles et 2 en race campagne. N'est-ce pas? Ce qui fait que normalement, c'est comme si, quand tu mets 2 fourreaux, c'est comme si tu multipliais le coût du projet. Donc, il faut faire très attention. Il y a un contrat qui est là, qui a été signé donc en 2012, et qui a commencé à être déployé en 2015. Il a parlé de retard. Nous sommes dans un pays qui est très complexe. Je suis d'accord avec lui, que le contrat initial, c'était 3 ans, la durée de déploiement de l'infrastructure. Nous avons pris 1 année et demie de retard, voire 2 ans. La raison, c'est quoi? C'est qu'en fait, nous sommes 3 ans de retard. Non, pas 3 ans. Si. Pas 3 ans. Le projet devait se terminer en 2017, il a été inauguré en 2020. Non, si je fais la différence entre... Je vous dis les dates, monsieur. Je les ai aussi, les dates, justement. Je les connais, les dates. Laissez-moi vous donner les dates. Je les connais aussi. Laissez-moi finir. Allez-y, ça fait 3 minutes que vous parlez, il faut peut-être qu'on puisse avancer dans les échanges, je pense. Je vous donne les dates. Allez-y. Le contrat a été lancé, monsieur Silla, c'est vérifiable, le 25 juillet 2015. N'est-ce pas? La recette, la dernière recette a été signée, comme on appelle, en 2019 et ça a été lancé officiellement en 2020. Moi, j'avais déjà quitté la SOGEB. Donc, maintenant, je vous expliquais le retard. Si vous me laissez ce temps. Après, chacun peut... ça serait bien, peut-être ça serait au cours d'une autre émission, monsieur Diaby, parce qu'on est vraiment pris par le temps. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Les GG continuent sur Espace. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Merci à Amadou Sow à la réalisation, ici à la radio, à Kabine Condé, à Mafata Sano, Mamoudou Condé, Malice Silla, toute l'équipe du côté de la télévision. Un bon week-end par anticipation, au revoir.